Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, bienvenue pour ce nouveau Morito Football Club spécial Euro, le Morito Euro, pendant toute la durée de la compétition, l'Euro 2016 de football. Vous avez rendez-vous sur RBS de 17h à 18h tous les jours du lundi au vendredi pour parler justement de football, de cette compétition. On va retracer ce qui s'est passé hier, il s'est passé également des choses aujourd'hui puisque ça vient de se terminer. Si vous n'avez pas suivi, sachez que l'Italie a battu sur le fil la Belgique sur le score de 1-0. La Suède, pardon, excusez-moi, la Suède, beaucoup de lapsus en ce qui me concerne au cours de cet Euro. C'est vrai que les nations sont plus nombreuses que d'habitude, ce qui multiplie le nombre de lapsus également. Donc Italie-Suède 1-0 pour l'Italie. Et ce soir, à venir, d'autres matchs comme toujours. Il y aura en particulier à 18h que je regarde République tchèque-Croatie et à 21h Espagne-Turquie. Ce sont les deux matchs du jour à venir. Et puis ce week-end, il y aura aussi pas mal de rencontres. On en parlera puisque c'est la dernière de la semaine et ce week-end eh bien on sera aussi au repos, donc rendez-vous lundi pour la prochaine émission. Hier il s'est passé des choses également puisque l'Ukraine à 18h a battu l'Irlande du Nord. L'Ukraine a perdu contre l'Irlande du Nord. Voilà, merci merci Christophe, là j'ai besoin d'un assistant aujourd'hui, ça va pas du tout. Donc l'Ukraine a perdu contre l'Irlande du Nord 2-0, tandis que l'Allemagne, là c'est facile, Allemagne-Pologne 0-0, le premier de la compétition. Et puis un peu plus tôt dans la journée, mais on en avait parlé hier à 17h justement, la Slovaquie, non c'était pas c'était Angleterre Pays de Galles. Voilà, je me m'emmêle dans les dates. Donc Angleterre Pays de Galles, et l'Angleterre avait battu le Pays de Galles 2-1. C'est bon, là j'ai tout juste. C'est juste. Voilà. Alors ceci étant dit, ceci étant annoncé, on va peut-être commencer. Alors aujourd'hui au micro, je commence par présenter les chroniqueurs du jour. Nous avons Christophe. Salut Christophe. Salut Paolo. Et nous avons Marie-Noël qui est là. Salut Marie-Noël. Salut à tous. Voilà, alors que Michel est dans les bouchons, donc il devrait nous rejoindre dans quelques instants pour évoquer tout cela. Mais on peut peut-être commencer puisque Christophe, tu me disais en off juste avant l'émission que tu voulais parler un peu d'arbitrage. Alors peut-être pour commencer, oui là-dessus, on peut démarrer là-dessus, l'arbitrage. Alors qu'est-ce que tu avais à dire concrètement? J'aimais l'arbitrage de cet Euro. D'accord, bah, c'est bien de le souligner parce qu'on est toujours en train de souligner les côtés négatifs. Là tu apprécies? Là j'apprécie, on a du jeu, les arbitres qui, malgré parfois quelques petites fautes, laissent jouer, laissent les avantages, et on a vraiment du jeu qui vit, un match vivant, enfin des matchs vivants. Et bon, les arbitres de surface qui servent pas à grand chose. Mais ça, je suis pas d'accord avec cette idée. C'est une idée répandue que tout le monde balance comme ça, mais il communique avec l'arbitre sans faire de gestes via le micro. Donc c'est pas un arbitrage, on va dire voyant, où tu vois des drapeaux qui se lèvent, des sifflets qui sifflent. Ils n'ont pas de drapeau, mais le problème que j'ai avec eux, c'est des fautes qui se passent à 2 mètres d'eux, qui sont flagrantes, qu'ils ne signalent pas. Ouais, moi je suis d'accord là-dessus. Pour moi, la plus grosse faute qu'on a eue, c'était lors du Pays de Galles-Slovaquie. En toute fin de match, un Gallois qui met un coup de coude, mais vraiment volontaire, à 2 mètres de l'arbitre de surface, dans la gorge d'un Slovaque. L'arbitre qui l'a vu. Bah, qui l'a vu, si t'as 11 joueurs, donc 22 joueurs dans une même surface, puisque c'est la fin du match. Non, c'était un sur un contre. Hein, d'accord, ok, bon. Non, mais moi je suis d'accord. J'essaie de me faire l'avocat du diable, mais ça marche se voit pas. En dehors de l'Euro, d'ailleurs, ça se voit aussi sur les coupes d'Europe quand il y a la Champions League ou l'Europa League, il y a des fautes ou des mains pas sifflées ou des trucs comme ça, et j'ai pas l'impression que ça a changé énormément de choses d'avoir cet arbitre de surface, mais bon. Bah moi je pense qu'il y a cet arbitrage via micro qui n'est pas voyant, qu'on ne voit pas, qui est invisible puisque c'est de la communication verbale, et peut-être aussi que beaucoup de fautes, mais ça on ne le sait pas puisque c'est l'arbitre central qui siffle, qui sont signalés via l'arbitre de surface, mais comme personne ne s'en rend compte, on se rend compte toujours des mauvaises décisions peut-être, mais il y a aussi peut-être des bonnes décisions dans le lot, et je suis persuadé que quelque part cet arbitrage à 5, moi je préfère ça que des vidéos dans tous les sens, des goal line technologies, c'est pas plus mal, mais moi j'ai pas l'impression qu'en fait qu'il y a moins de polémiques en fait sur, les polémiques en matière de football sont là, toujours, non, mais éternel. T'as toujours autant d'histoires avec des pénaltys non sifflés, des mains, des trucs comme ça en fait, enfin j'ai pas l'impression que ça a diminué, alors que pourtant je me suis dit maintenant on va avoir il y en aura toujours, mais je pensais qu'il y en aurait vraiment moins.
Ouais, après c'est difficile à quantifier comme ça au pifomètre. Peut-être que si on faisait une étude plus approfondie, mais je sais pas. Après, chacun a son opinion sur la question. Moi, j'ai quand même l'impression que, a priori, quand t'as deux paires d'yeux supplémentaires, une dans chaque surface, c'est quand même censé améliorer quelque chose. Tout à fait, c'est censé améliorer, oui. Je crois quand même que c'est une bonne solution. Après, on peut toujours améliorer, on peut toujours réfléchir là-dessus. Mais je suis assez d'accord avec Christophe. C'est vrai que le niveau de l'arbitrage dans cet Euro est pas mal du tout. Et même s'il y a peut-être une petite erreur là de l'arbitre hongrois sur Italie Suède qui vient de se terminer avec peut-être un penalty en fin de match pour la Suède qui n'est pas sifflé, une faute de Bonucci par exemple. Il y a aussi un ou deux hors-jeu, quelques petites fautes comme ça, mais on va dire que globalement je suis assez convaincu aussi. On n'a pas encore eu vraiment de grosses erreurs comme on avait à la Coupe du Monde 2014. On avait l'impression que ça s'enchaînait dès le départ. Et là, pour l'instant, c'est quand même plutôt calme. Peut-être pour la finale. Peut-être pour la finale, tu auras tout en même temps. Hein, les matchs décisifs, des erreurs dans tous les sens. C'est vrai que ça se décante un peu toujours comme ça. C'est toujours tout en même temps. On verra en tout cas un arbitrage plutôt convaincant pour l'instant. C'est vrai qu'on peut le signaler. On a eu à ce micro un arbitre mardi qui nous a expliqué qu'il y a un petit peu eu ce message aussi de respect envers l'arbitrage, de valoriser plus que toujours de critiquer ce que font les arbitres. Donc on peut aussi prendre ce contre-pied là. C'est vrai que c'est le coup classique. C'est la faute de l'arbitre. Bon, finalement, l'arbitrage est peut-être à saluer aussi au cours de cet Euro. Premier élément de débat, voilà, c'est fait. L'arbitrage, peut-être quelque chose à ajouter, je sais pas, Christophe. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, voilà, tout simplement. Pourvu que ça continue. On va parler à présent, avant de parler des autres matchs, peut-être de l'Irlande du Nord. Irlande du Nord, Ukraine. Donc victoire 2-0 de l'Irlande du Nord. Si vous n'avez pas suivi le match, sachez que ça s'est déroulé dans des conditions atmosphériques assez dantesques, avec l'averse de grêle qu'on a vécu à Strasbourg, qui a eu lieu également à Lyon avec un jour de retard. Donc le match a été interrompu quelques minutes à cause des grêlons et finalement. Ce qui m'a d'ailleurs rappelé l'Euro en Ukraine où il y avait eu énorme averse aussi juste avant le match de l'équipe de France. Voilà, et l'Ukraine déjà qui était concernée puisque le match avait été décalé un petit peu à cause de cette averse torrentielle au cours de l'Euro 2012. C'est vrai que c'est assez rare comme ça les matchs interrompus pour conditions atmosphériques dantesques dans des tournois, dans des grands tournois majeurs, mais en tout cas ça arrive. Donc victoire de l'Irlande du Nord 2-0. Moi je me suis dit, Christophe, quand il a commencé à pleuvoir des cordes, je me suis dit, les Irlandais ne peuvent pas perdre. Les Irlandais du Nord ne peuvent pas perdre ce match. Alors un petit mot sur ce match. Est-ce que tu as été surpris, toi qui es un peu fan de tout ce qui est irlandais là, du Nord britannique? Est-ce que tu t'as même un sweatshirt équivoque. Alors est-ce que tu es convaincu par l'Irlande du Nord? Et un petit mot sur ce match. L'Irlande du Nord, en fait, je trouve qu'elle a été enterrée trop vite. J'ai écouté l'émission d'hier. C'est vrai. Où je sais plus si c'était ici ou ailleurs. Ah c'est ici, ouais. Il parlait d'un euro à 23 plus l'Irlande du Nord qui n'avait pas sa place. Alors mea culpa là aussi, on a fait mea culpa par rapport à la Hongrie qu'on a cassé. Juste pour rappeler que l'Irlande du Nord a fini première de son groupe, devant la Roumanie et devant la Hongrie. Très bien. Alors ça c'est alors qu'il y avait la Grèce, la Finlande et les îles Féroé dans le groupe. Très bien, il faut le rappeler ça. Points. Des joueurs qui jouent deuxième, troisième ou quatrième division anglaise, mais qui sont valeureux. Oui. Qui ont fait un beau match. Moi, franchement, j'ai pris plus de plaisir à regarder le match de l'Irlande du Nord que le match de l'Allemagne, par exemple. Ah bah c'était pas le même spectacle, c'était pas les mêmes conditions météo aussi. Il y a eu différents aspects à prendre en compte. Mais là, on peut effectivement tout de suite faire un mea culpa collectif parce que hier à ce micro, on a dit des conneries. Encore une fois, on s'est un peu fourvoyé sur le niveau de l'Irlande du Nord. C'est vrai qu'après le premier match, sur la base du premier match, cela dit, on avait quand même raison. L'Irlande du Nord avait proposé très très peu de choses au niveau offensif et là, ils ont plutôt dominé cette équipe d'Ukraine. Ils ont eu les meilleures occasions, ils marquent les 2 buts. Un but sur coup de pied arrêté, ce qui est leur grande spécialité. Et fin de match, le deuxième but, parce que vraiment l'Ukraine devait attaquer à fond, donc ils ont pu me placer un beau contre. Mais ouais, une belle équipe d'Irlande du Nord. Oui, je sais pas si Marie-Noël, tu as quelque chose à ajouter sur l'Irlande du Nord. Non, moi je l'ai vu la première mi-temps du match de l'Irlande du Nord et non, c'est vrai que ils avaient plutôt un jeu intéressant. Enfin, moi aussi j'ai préféré d'ailleurs au match de l'Allemagne qui était un peu soporifique, mais on y reviendra. Et j'ai été étonné aussi qui gagne finalement. J'aurais plus vu l'Ukraine.
A priori, c'est vrai qu'on voyait plus l'Ukraine qui avait fait plutôt un match intéressant contre l'Allemagne avec quelques occasions. Bon, on sent cette équipe dès le départ assez limitée. C'est vrai que y a pas de joueurs qui évoluent dans les grands clubs, qui sont qualifiés. Oui, l'Ukraine. Oui, non, mais l'Ukraine, même si, c'est toujours des équipes un peu difficiles à jouer, les équipes de l'Est comme l'Ukraine, comme la Russie, même s'ils n'ont pas forcément de grands noms, ou c'est plus l'Ukraine de Shevchenko, quoi. Ouais, bon après qualification en barrage, donc c'était pour le coup bien moins bon en qualification que l'Irlande du Nord, tu le rappelles, qui a terminé en tête de son groupe, donc et l'Irlande du Nord en position éventuellement de se qualifier, voilà. Moi je les vois se qualifier. Ah d'accord, ok, carrément. Pour leur première participation à une phase finale d'Euro, je les vois se qualifier. Mais troisième. Moi je les vois faire match nul contre l'Allemagne. Moi je vois bien l'Ukraine terminer dernière en fait. Ah oui, pour ça, je crois que donc s'ils passent dans les troisièmes, il y a moyen qu'ils se qualifient. Compliqué pour l'Ukraine contre la Pologne le match à venir. Hein. Très. Oui. On a vu quand même. Après, je sais pas. Moi, je trouve que c'est déjà bien que l'Ukraine soit qualifiée. On sait que c'est pas évident pour eux. Ils ont des conditions aussi dans leur championnat avec des clubs sans stade, un pays en guerre, etc. Il faut se rappeler. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve déjà bien qu'ils soient là, même si s'ils risquent de se faire éliminer. Voilà, c'est tout à leur honneur. Oui, il faut rappeler que c'est un pays en guerre, qu'il y a des conditions difficiles au niveau du foot ukrainien, et tu fais bien de le rappeler. C'est déjà bien qu'ils soient là, c'est déjà bien qu'ils honorent leurs couleurs au cours de cet Euro en France. Voilà pour l'Ukraine et l'Irlande du Nord. Donc le pronostic un peu fou de Christophe, il se qualifierait donc finalement, mais en tant que troisième ou en tant que second tu as dit. Hein non, plutôt troisième. Plutôt troisième. Ouais. Faire un match nul contre l'Allemagne. Et la Pologne qui battrait. La Pologne qui bat la Pologne premier, deuxième Allemagne, et troisième l'Irlande du Nord. Et pourquoi pas. C'est vrai que ce serait une belle sensation. Troisième du groupe C, c'est-à-dire que je suis en train de regarder un petit peu le tableau. Ce serait a priori contre le premier du groupe B, donc éventuellement l'Angleterre ou la Slovaquie pour l'Irlande du Nord si cette prédiction se réalise, mais on n'en est pas encore là. Angleterre et l'Irlande du Nord, ça peut être sympa. Ah, ça peut être là aussi un match. Non, on avait déjà le petit Angleterre, Pays de Galles, donc pourquoi pas l'Irlande du Nord pour suivre. Oui. En tout cas, les nations britanniques et d'Irlande, enfin toute cette zone géographique est à son honneur, hein, qui plutôt pas mal pour l'instant, même le Pays de Galles, voilà, qui fait les petites équipes, enfin mis à part l'Albanie qui a perdu 2 fois, les entre guillemets petites équipes se comportent plutôt pas mal pour l'instant. Voilà. Ça accroche un match nul, ça gagne comme le Pays de Galles par exemple sur son premier match. Enfin, pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Pour l'instant, je pense peut-être mieux que ce qu'ils imaginaient. Même le Pays de Galles, ils étaient déjà contents d'être qualifiés. Je pense qu'ils auraient. Là aussi, moi, en voyant tout le tableau général, je me suis dit, il y a quand même des nations qui vont mal jouer, qui vont être seulement à 10 derrière, etc. Le Pays de Galles, j'ai été surpris, par exemple, par leur niveau. Ils ont vraiment démontré de belles choses, malgré, ils ont quand même deux stars, hein, qui sont Gareth Bale et Aaron Ramsey, mais il y a vraiment autre chose que simplement. Et puis il y a Joe Allen aussi qui joue à Liverpool et qui est pas mauvais. Et effectivement, il faut le rappeler. Merci Marie-Noël. Alors que l'entrée en scène de Michel, qui 2 matchs Michel et 2 cartons jaunes, donc bravo, 2 retards, fantastique. Il s'en va. Non, il reste avec nous bien sûr. On salue Michel qui a été pris par non pas le piège du hors-jeu, mais le piège des bouchons. Ça peut arriver. Il vient du Nord-Alsace. On le salue quand même. Merci d'être là, Michel. Salut à tous. Salut à toi. Alors on a déjà. Je me suis efforcé de ne pas respecter les limitations de vitesse. Ah bah ça, tu respectes pas grand-chose toi quand t'es sur la route, j'ai l'impression. Ça c'est pas bien. Voilà. En tout cas, Michel, on va à présent, Marie-Noël et Christophe, on va à présent parler de l'Allemagne. Allemagne-Pologne qui avait lieu hier soir à 21h. Premier 0-0 de la compétition. Qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que vous avez été déçu par l'Allemagne ou est-ce que vous pensez simplement que cette Allemagne est en train de gérer tranquillement son premier tour et qu'on les verra par la suite un petit peu comme en 2014 où on se souvient des prestations contre le Ghana ou même en 8e contre l'Algérie. C'est après que l'Allemagne avait donné tout son potentiel. Qu'est-ce que vous pensez de cette Allemagne? Moi j'étais déçue sur le match qu'ils ont proposé hier. Je l'ai déjà été contre l'Ukraine. Bon là par contre ils ont gagné. Mais l'Ukraine était quand même plutôt faible et là on a bien vu qu'avec une équipe qui était un peu plus forte, ils avaient un peu plus de mal. Ouais, parce que la Pologne a eu des occasions. Hein. Ils ont eu du mal aussi. Boateng a fait un gros match, mais ils ont eu du mal à tenir Lewandowski. La défense a eu du mal, et ça m'a pas étonné que ça se termine par 0-0 finalement. Voilà le point de vue de Marie-Noël. Michel peut-être. Moi, je m'interroge en fait sur la valeur de ce premier tour en fait, puisque je constate qu'il y a quand même pas mal d'équipes, enfin de soi-disant grosses équipes qui sont en rodage.
l'équipe de France, l'Allemagne, l'Angleterre aussi, on peut en parler, hein. C'est aussi un rodage. L'Italie qui n'a pas été flamboyante aujourd'hui, la Belgique, le Portugal qui n'a pas réussi à vaincre l'Islande. Bref, je m'interroge vraiment sur la valeur de ce premier tour. On pourrait renommer le premier tour phase de rodage en quelque sorte, de façon générale, puisque tout le monde est en rodage. Je pense qu'il y en a qui sont en rodage et qu'il y en a qui sont tout simplement moins bonnes que prévu. Voilà, alors oui, c'est ça qui est difficile à décerner, c'est qui est en rodage et qui est décevant, moins bon que prévu, quoi. Je sais pas, moi le Portugal par exemple, mis à part Ronaldo, il y a pas grand monde, quoi. Alors le Portugal qui n'a joué qu'un match pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est vrai qu'on attendra de voir le match contre l'Autriche pour en juger, mais peut-être effectivement que tu as raison. Marie-Noël, Michel. J'ai surtout l'impression en fait que les soi-disant, parce que est-ce qu'on peut appeler ça des petites équipes vu qu'elles participent quand même à une phase finale. On peut le balancer le poncif habituel comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de petite équipe. Voilà, c'est mais les même équipes pas l'Irlande qui semblent sur le papier un peu inférieures aux grosses cylindrées, ces équipes sont arrivées vraiment dans la compétition avec le couteau entre les dents, puisque pour elles l'objectif c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale, en sachant que c'est vraiment là, à ce stade-là, que ça sera intéressant, en sachant qu'en huitièmes de finale il y a 16 équipes sur les 24 qui y participeront. Donc je pense que une équipe comme l'Allemagne est en rodage actuellement. Je me fais très peu de soucis pour eux. Bah ils sont très cool, j'ai l'impression. Autant l'équipe de France, on sent un stress, on sent une espèce de tension comme ça. On le voit avec Joachim Löw, hein, lui aussi il est très cool. Hein. Ah bah lui, il est extrêmement cool. Hein. Non mais voilà, j'ai vu une Pologne qui était intéressante, hein, avec notamment Lewandowski qui doit marquer. Hein, ça c'est clair de la tête. Lewandowski pour l'instant un peu invisible, hein, pas très convaincant. Mais moi je trouve. Hein. Bon, ça va aller quand même. Ça allait quand même. Ça passe. Mais on attend peut-être mieux. On a peut-être plus vu un Milik sur voilà, oui, le match. c'est lui qui a les occasions quand même. Mais après voilà, l'Allemagne, pour moi ça reste dans une certaine continuité d'une équipe qui est actuellement en rodage et qui va monter en puissance. Après ça veut rien dire s'ils ont du mal maintenant. On a déjà vu des équipes avoir du mal au premier tour et enfin la France en 2006 ils font un premier tour pas bon, ils terminent en finale. L'Espagne en 2010 ils perdent leur premier match contre la Suisse. L'Allemagne 2014 c'était pareil, ils ont quand même galéré contre le Ghana. Il y a eu quelques matchs comme ça qui n'étaient pas non plus flamboyants, quoi. Voilà, c'est vrai que le premier tour, rappelons-le, il y a quand même pas mal d'équipes, de grosses équipes qui donnent l'impression d'être en difficulté, mais qui en réalité gèrent leur qualité. C'est Antoine qui en parlait lors d'une précédente émission. Je trouve ça un peu dommage, ce système à 24 équipes en fait. Alors ça c'est un grand débat qu'on aura peut-être un jour au Morito FC, qu'on a déjà eu quelque part. Est-ce que le système à 24 ne rend pas un peu ce premier tour inintéressant dans le sens où il y a un écrémage seulement d'un tiers des équipes? Ça c'est un débat qu'on peut avoir, ou est-ce que c'est une transition pour un Euro à 24? Après, il y aura vraiment une homogénéité totale, parce que c'est vrai que beaucoup de nations quand même montent en puissance. L'Albanie à ce niveau-là, il y a quelques années c'était impossible. Même l'Irlande du Nord, comme on disait avant, finalement qui termine premier de sa poule et qui se comporte bien au vu du deuxième match. Donc c'est vrai que beaucoup d'équipes sont en train d'élever leur niveau. C'est bien d'avoir une phase à élimination directe qui est plus importante, puisque les matchs seront plus excitants, vu que ça va se jouer sur un match. Donc c'est plus excitant. Mais voilà, sur ce premier tour, je sais pas si on pourra vraiment tirer beaucoup d'enseignements en fait. Voilà, on tirera les enseignements surtout après les matchs à élimination directe où là il y aura pas de les équipes vont devoir se dévoiler. Gérer, là ce sera pas de la gestion, ce sera l'Allemagne paraissait timide un peu contre la Pologne, une domination relativement stérile. On aurait dit une équipe un peu timide, un peu comme l'Ukraine, hein, en première mi-temps. L'Ukraine avait la balle. Tu t'es dit mais merde, attends, l'Allemagne qu'est-ce qu'ils nous font là? Après finalement efficace. Efficace, c'est pas non plus transcendant, hein, loin de là. Un peu comme la France. Ouais. Oui, enfin la France, on a beaucoup critiqué la France justement hier soir aussi à l'émission. Hein, on a beaucoup critiqué dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de façon constructive pour voir ce qui n'allait pas et ce qui était peut-être susceptible d'être amélioré prochainement. Mais concernant cette Allemagne, il y a des choix de Löw qui vont être remis en question forcément, notamment la titularisation de Götze qui n'apporte strictement rien offensivement, qui erre comme une âme en peine sur le front de
l'attaque. Il y a d'autres joueurs, même Thomas Müller qui est pas encore vraiment rentré dans la compète. Pour l'instant, c'est pas ça non plus, non. Etc. Défensivement, par contre, c'est intéressant parce que Boateng est présent et là, on sait souvent que la défense c'est primordial, sachant que sur les côtés c'est un peu moins bon. Donc si Boateng avec le retour de Hummels plus Neuer sont en forme, on aura sans doute une Allemagne de toute façon difficile à battre d'un point de vue défensif. Christophe, peut-être ton point de vue sur ce match. Est-ce que cette Pologne, peut-être, parlons un peu de la Pologne. La Pologne t'a-t-elle convaincu? Est-ce que c'est une équipe qui peut faire quelque chose au cours de cet Euro? Pour moi, oui. Elle peut pas forcément aller en finale, mais quart de finale facilement. Ouais. Quart de finale facilement. Il y a les joueurs pour. Il y a quand même des stars. T'as quand même un bel effectif. Et assez équilibré entre la défense et l'attaque. Là aussi, il y a deux bons gardiens puisque Fabianski a fait un très bon match, comme d'ailleurs Chesney sur le premier match. C'est assez correct en tout cas, même si Michel opine du chef, il est pas trop d'accord. Mais d'ailleurs, en défense centrale, Camille du Torino, fantastique. Je me suis posé la question, j'avais pas suivi si c'était blessé parce que c'est quand même curieux. Si t'as pas besoin de changer de gardien d'un match à l'autre comme ça en pleine compétition. Ah, il me semble qu'il s'était blessé. Ouais. D'accord, mais déjà avant la compète, on savait pas trop qui serait titulaire. Il me semble que c'était pas déterminé. Ils sont de niveau un peu similaires les deux, mais c'est vrai que je me posais la question parce que, enfin, sauf blessure, on voit pas forcément quelqu'un, enfin, un sélectionneur changer de gardien. C'est vrai que les gardiens d'un match, du premier match au deuxième match, on change rarement comme ça de gardien. Sur le troisième match, souvent, on fait jouer le gardien remplaçant, mais sur les deux premiers matchs, c'est un peu curieux. Peut-être que c'était prévu dès le départ, que c'était clair dès le départ. On n'en sait rien en tout cas. Voilà sur cette Pologne, à voir, encore à observer par la suite. Pologne qui n'a marqué qu'un but pour l'instant sur les deux matchs, donc c'est pas encore non plus sur ces deux matchs-là qu'on peut juger le niveau de la Pologne. On attendra sans doute les huitièmes pour voir ce que ça donnera. En tout cas, le match contre l'Ukraine, on attend quand même une Pologne cette fois peut-être plus concrète sur le plan offensif, sachant que l'Ukraine est déjà quasiment éliminée. Y a-t-il quelque chose à ajouter sur Pologne-Allemagne? Ou alors on passe à la suite. On passe peut-être à présent au match du jour. On n'en a pas encore parlé. Le match de l'Italie. L'Italie qui s'impose en toute fin de rencontre contre la Suède 1-0. Cette fois j'ai dit juste la Suède. Voilà, c'est bien ça. Alors je sais que Christophe a vu la première mi-temps. Peut-être je compléterai par rapport à ce que tu diras, mais parce que j'ai vu tout le match. Qu'est-ce que tu as pu observer sur cette première mi-temps? Bon, un match a priori, même pas a priori puisque c'est terminé, mais un match qui était quand même assez terne. Assez terne, c'est vrai, on n'a pas vu beaucoup d'occasions, ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, j'ai une stat assez intéressante pour la Suède. 0 tir cadré depuis le début de la compétition. Ah ouais, c'est pas mal. Ils ont marqué un but, mais c'était un Irlandais contre son corps. Ah ouais, joli. Ouais, donc ils ont marqué sans avoir un seul tir cadré. Que fait Zlatan? Zlatan, ouais. Moi, Zlatan, je le trouve vraiment surcoté. Parce que moi, je l'ai vu évoluer pendant le match. Il marchait, il trottinait tranquillement. Mais il marche toujours, souvent. Ouais, mais il a aucun impact. Moi, je l'ai vu avoir aucun impact sur ce match, en tout cas. C'était de lui que le danger pouvait venir éventuellement, parce que c'est vrai que cette attaque suédoise c'est vraiment lent, stéréotypé, ça serait pas d'occasion. Zlatan aurait pu éventuellement faire un coup de génie, mais connaissant la défense italienne, il a été quand même bien pris. Il y a un moment, il est hors jeu, il y a un super centre en première mi-temps où il est à deux doigts de reprendre le ballon, mais Chiellini, même s'il n'y a pas eu hors jeu, lui a enlevé le ballon à la dernière minute. Donc c'est vrai que c'est un joueur imprévisible, mais qui a été quand même relativement décevant pour l'instant. Michel? Alors j'ai un petit peu suivi la première mi-temps et j'ai l'avis de Mathieu, puisque je l'ai eu au téléphone. Mathieu qu'on salue, dans les bouchons. Tu téléphones au volant en plus. Oui, mais tu respectes aucune règle supplémentaire. Non, j'ai la technologie pour. Ah ok, d'accord. Pardon. Et donc il me disait et c'est le ressenti que j'avais, que Zlatan descendait très bas, cherchait les ballons et donc n'avait pas d'impact vraiment offensif. Après oui, c'est dans son jeu de marcher, c'est un peu dans sa nonchalance habituelle. Après sur la Suède, comme dit, je l'avais déjà répété lundi, la Suède, il y a rien autour de Zlatan. Il y a rien. Vraiment là, Zlatan Depodos. C'est assez ça, le désert technique. T'as le coup de génie de Zlatan ou t'as rien. C'était pareil contre l'Irlande. T'as un moment, t'as un centre avec Zlatan qui tente une sorte de reprise en déséquilibre qui passe juste à côté.
Et voilà, sinon t'as rien. C'est pas Karlström qui va faire la différence. Le mec, il a 33 ans, il est totalement cramé. À 33 ans, on peut encore être. Non, mais voilà. Zlatan, il est encore plus vieux. Non, mais Karlström, il est fini, quoi. Et c'est le seul nom maintenant qui me vient à l'esprit. C'est vrai que c'est dommage parce qu'ils en défense. Ils avaient une belle équipe. Le joueur de Krasnodar. Non, je disais c'est dommage parce que ils avaient une belle génération il y a quelques années. Enfin, moi j'aimais bien la Suède quand il y avait encore Ljungberg, Larsson, Svensson, là ils ont plus que des arguments physiques quasiment et organisationnels, tactiques à opposer parce que c'est vrai que techniquement dans l'animation il y a vraiment c'est faible. Peu de mouvements. Le problème quand t'es une équipe comme la Suède avec un joueur qui a un ego comme Zlatan, c'est que en fait j'ai l'impression que leur tactique c'est jouer pour Zlatan. C'est pour ça qu'il redescend très bas, chercher les balles, il veut tout faire. Il veut jouer au milieu, il veut attaquer, c'est lui qui veut mettre les buts. Mais à un moment t'y arrives pas dans une compétition comme un Euro, t'y arrives pas. T'y arrives peut-être en phase éliminatoire quand tu joues contre la Moldavie ou je sais pas quoi, mais là contre l'Irlande ou l'Italie ça ne suffit plus. Et le problème de cette Suède c'est ça, parce qu'ils jouent uniquement pour Zlatan. T'as le cas inverse, c'est le Pays de Galles. T'as un joueur majeur comme Gareth Bale, mais le Pays de Galles ne joue pas pour Gareth Bale. C'est une organisation, tactiquement c'est rodé. Bien sûr, il y a ce coup de génie qui arrive de Gareth Bale, qui amène à l'ouverture du score face à l'Angleterre, ce coup franc. Mais l'équipe ne joue pas uniquement pour un joueur. C'est quelque chose qui est rodé tactiquement. Et la Suède, c'est le bordel. T'as Zlatan et les autres. Et vu que ça ne suit pas, la Suède a toutes les chances de terminer dernière. Parce qu'ils joueraient peut-être même mieux sans Zlatan quand chacun essaye de... Peut-être. Bon, la Suède qui n'a concédé finalement que 2-3 occasions à l'Italie. L'Italie qui marque à la 88e minute. Oui, après c'est pas des peintres quand même les Suédois. Touche mais ça suffit de pas. Chiellini, déviation de Zaza de la tête et ensuite petit slalom sympa de Eder qui ouvre le score pour l'Italie. C'est vrai qu'Eder là aussi, je suis pas forcément fan, mais là pour le coup il marque un super but. Techniquement il passe entre tous les joueurs de la défense suédoise avant d'enrouler sa frappe pour le but de l'Italie. Et le deuxième but, non il n'y a pas de deuxième but pardon, mais il y a une occasion, non il y a une autre occasion parce qu'il y a deux occasions. Il y a eu deux barre de Parolo. La barre de Parolo. Il y a eu deux actions de l'Italie finalement. Il y a un but, la barre de Parolo sur un centre de Giaccherini il me semble, tête de Parolo qui finit sur la barre. Giaccherini qui fait un très bon Euro pour l'instant. Pour l'instant, ouais c'est pas mal. Après en milieu de terrain en première mi-temps, ça manquait de ils étaient pas trop dedans les milieux italiens, les récupérateurs. C'est que la Suède a pas mal tourné autour de la surface italienne. Bon derrière l'arrière-garde de la Juventus plus Buffon plus les latéraux qui redescendent, c'est extrêmement difficile à battre. Donc là il aurait vraiment fallu des combinaisons, du mouvement, de la rapidité pour pouvoir tromper la défense. Ils n'ont pas du tout été inquiétés l'Italie finalement au cours de ce match. Mais en deuxième mi-temps voilà ils ont été un peu plus dynamiques dans le milieu de terrain. Ils ont été aussi plus dominateurs au niveau de la possession et au niveau de la domination territoriale, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné ils ont peut-être pu avoir ces 2-3 petites occasions pour même grosses occasions pour marquer le but. Ce qui est intéressant au niveau italien maintenant, c'est maintenant en termes comptables, c'est d'avoir battu la Belgique. Donc soi-disant le favori ou l'un des principaux outsiders de ce groupe E. D'avoir tenu, façon de parler entre guillemets, la dragée haute à la Suède, même si c'est logique finalement qu'ils l'emportent sur le papier. Ils auront un match peut-être un peu plus tranquille contre l'Irlande, parce que l'Italie c'est pas une équipe qui va refuser le combat. C'est une équipe qui est combative, qui fait avec ses armes. Ils ne veulent pas le ballon a priori, ils ne veulent pas la possession territoriale. Ils préfèrent agir sur contre. Là, c'est vraiment une Italie classique qui défend et qui attaque par contre. Ouais, mais je pense justement c'est intéressant. Leurs résultats face à la Belgique leur ont enlevé énormément de pression. Parce que ils sont pratiquement qualifiés, et comme j'ai dit tout à l'heure, de cette phase de poule, on n'en tirera pas grand chose. L'Italie va certainement se révéler en élimination directe, mais là c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Non mais je pense parce qu'ils ont montré de quoi ils étaient capables vraiment contre la Belgique, et là ils se savent pratiquement qualifiés. Après, il faut quand même analyser, même avant le match face à la Suède. Si on analyse ce match quand même offensivement, il y a quand même pas grand chose côté italien. Alors ça marque, c'est efficace, ça c'est vraiment les qualités traditionnelles de l'Italie. Là on les a quoi. C'est vraiment l'archétype du football italien comme on l'envisage, comme on l'imagine. Oui, d'accord. Maintenant, Graziano Pelé c'est sympa, mais c'est assez faible techniquement, assez fantomatique. Eder, il y a cette fulgurance finalement peut-être meilleure que prévu, mais ça reste un attaquant relativement anonyme. Moi je suis pas d'accord. Sur le banc, il y a Zaza, Immobile,
club, c'est pas des joueurs qui face à des défenses vraiment renforcées, compétentes, peuvent faire vraiment la différence. Là, il faut, je sais pas, c'est vraiment pour moi l'Italie qui va défendre, qui va si elle veut aller loin, en tout cas ne pas encaisser de but et éventuellement comme ce qui s'est passé là, marquer en fin de match, sur un coup de pied arrêté, sur une fulgurance, sur un petit mouvement, mais il n'y a pas globalement sur une partie assez de talent pour vraiment envisager encore à ce stade-là une Italie, je sais pas, demi-finaliste, finaliste. Ça va vraiment dépendre des adversaires, ça va dépendre aussi de la montée en puissance. Alors aider à monter en puissance, très bien, mais il en faut d'autres à côté, quoi. Moi, je suis pas d'accord. D'accord. Parce que, ok. Peut-être, ouais, vas-y. Après, on laisse la parole aussi à. Déjà, tu parles de Graziano Pelé comme un joueur assez fantomatique, faible techniquement, en sachant qu'il y a quelques jours, c'était avant-hier, non, c'était mardi ou mercredi, vous parliez d'un Sadikou, l'attaquant albanais, comme un véritable danger. Non, mais à la mesure de l'Albanie, quoi. Oui. À la mesure de ce qu'est l'Albanie, après, à la mesure de ce qu'est l'Italie. Tu parles de l'attaque italienne. On parle maintenant de Pelé et de Eder. Ces deux joueurs en 2 matchs ont mis chacun déjà un but. L'Italie a montré autant, si ce n'est plus, de ressources offensives que la grande majorité des équipes. Mais sur 2 matchs, tu peux pas juger sur des matchs comme on disait avant, sur une phase de rodage. Ah bah oui, mais alors dans ce cas-là, tu peux pas juger non plus sur les capacités offensives de l'Italie. Non, moi je juge sur le jeu, sur la façon dont ça se déplace, sur les mouvements. Mais justement, c'est lié à ce jeu de l'Italie. D'accord. Mais d'avoir d'une assise défensive plus compétente que la majorité des équipes, et justement de compter sur cette efficacité offensive. On est d'accord, mais ils affrontent une équipe un peu meilleure. Ils prennent un but, mettons. Je pense que la Belgique, ça va, quoi. C'est les leaders au classement FIFA. Enfin, moi, je veux voir. Ils prennent un but. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils égalisent? C'est ça la question. Parce que là, on est dans 2 matchs où ils mènent au score, où ils gèrent très bien leur avantage. Ça, ils savent le faire. Maintenant, comment ils font si un jour ils sont menés contre une équipe un peu meilleure, je sais pas, le style de Portugal. Voilà, ils sont menés contre le Portugal. Est-ce qu'ils reviennent? Je suis pas sûr. Alors peut-être l'avis de Christophe ou de Marie-Noël là-dessus. Non? Ouais, moi l'Italie, je les sens pour l'instant pas encore en forme. Mais je les sens bien pour la fin de la compétition par contre. D'accord, donc le rodage, voilà, un bon rodage pour l'instant est en cours et la montée en puissance se précise. Ils sont tranquilles au début et puis ça monte vraiment en puissance au cours de la compète. Marie-Noël? Moi, je n'ai pas vu le match contre la Suède, j'ai juste vu le match contre la Belgique où j'ai trouvé, j'ai bien aimé cette Italie. Finalement, elle m'a plus impressionné que je sais pas, l'Allemagne ou peut-être aussi parce que j'attendais moins de l'Italie cette année. Pour moi, ils étaient un peu moins forts sur le papier que d'autres années dans le passé, donc j'ai bien aimé contre la Belgique. Et voilà. Par contre, la Belgique, c'était en termes d'opposition, ils étaient un peu fébriles aussi, donc je pense qu'ils ont eu et qu'ils ont pu aussi jouer bien contre eux, parce qu'ils n'avaient pas une réelle opposition en face. Là, je sais pas ce que ça a donné contre la Suède, j'ai pas vu. Ouais, on verra quand. Peu d'occasions, solide en défense, sans grand génie sur l'animation offensive, mais efficace, voilà. Pour résumer. Non, parce que maintenant qu'ils ont battu d'entrée le gros du groupe, donc la Belgique, le reste ça reste l'Air et la Suède. Donc là normalement ils devraient pouvoir battre l'Irlande. Et ensuite, donc on verra après, une fois qu'ils seront dans les phases d'élimination directe, ce qu'ils valent vraiment contre une grosse cylindrée. Alors si ça se passe bien, ils termineront premier de leur groupe, donc premier du groupe E, ça c'est bien parti pour. Et ils affrontent le deuxième du groupe D. Alors là, ça peut être la Croatie, hein. Ça peut être la Croatie, donc là. Ou l'Espagne. Donc c'est pas facile tout ça finalement. Ils ont peut-être mieux fait de perdre contre la Suède. Non mais c'est vrai que ça va être un match, en tout cas un beau match, un beau 8e de finale en perspective si ça se confirme. L'Italie qui affronterait déjà en gros en 8e. Mais je pense que Conte a assez d'intelligence tactique pour justement contrecarrer une équipe qui mène au score. T'as quand même, tu cites Zaza, il y a un Insigne aussi sur le banc. Hein. Ouais, ça c'est intéressant. Après, il rentrera un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles s'il rentre. Est-ce que ce sera lui l'homme providentiel? C'est un bon joueur, mais de là à être le gars qui va forcément changer le cours d'une partie, il peut marquer des buts, il peut dribbler, il est très rapide, il est très mobile. Mais encore une fois, l'intelligence tactique de Conte, je la remets pas en cause du tout. C'est juste que à disposition, il n'a pas forcément les armes pour réagir si maintenant il est
qui est bougé par genre la Croatie. Voilà, la Croatie. Le problème de l'Italie, c'est un peu c'est un peu le contraire, le problème inverse de la France finalement. Ils ont une grosse défense. Et après, c'est un peu plus faible en attaque. Enfin, faible, c'est relatif, mais par rapport à d'autres. Au niveau des armes à disposition. Après, voilà. Il y a la manière d'organiser le matériel à disposition. C'est vrai que la France, pour l'instant, bon, c'est offensivement, ça, c'est paradoxalement meilleur presque sur le plan défensif que sur le plan offensif. Oui, mais sur le papier, en fait, l'Italie, voilà. Pour l'instant, c'est conforme. C'est conforme à ce qu'il y a sur le papier. Ça, pour l'instant. Tu mets Verratti au milieu et tu mets un Vieri, Inzaghi, Del Piero devant. Là, t'as la meilleure équipe du monde. Oui. Alors là, il faut ressusciter Christian Vieri par exemple, ou Pippo Inzaghi, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. On verra, ça peut monter en puissance offensivement parlant. Évidemment, ils sont dans les clous et ça se passe bien pour eux pour l'instant pour les Italiens. Il aurait peut-être fallu un sélectionner, un Franco Vasquez. Ah, alors là, le Palermitain qui aurait peut-être pu éventuellement jouer, ça reste un débat, mais je pense que si on avait pris Vasquez et pas Zaza par exemple ou pas Eder, ça aurait été en termes de qualité un peu kiff. Donc je pense que de ce côté-là, moi je suis assez surpris de pas avoir vu un Gabbiadini aurait peut-être fait du bien. Un Gabbiadini avec le Napoli, dès qu'il jouait, il marquait, il était assez fort. Donc moi j'aurais pris Gabbiadini par exemple. Ça reste à mesurer, parce qu'on se pose quand même des questions sur une équipe qui a gagné ses 2 premiers matchs, dont le premier avec brio, quoi. Donc voilà. Il faut toujours être. Moi, je sens bien l'Italie. On s'est posé les mêmes questions par rapport à l'équipe de France hier. On a été beaucoup plus critique que à balancer comme ça des éloges parce que tu bats l'Albanie 2-0. Je pense que c'est normal d'être critique aussi par rapport à ces grandes nations, et c'est notre rôle aussi à ce micro de pas simplement commenter le résultat et dire c'est gagné donc c'est génial. C'est tout à notre honneur qu'on s'intéresse vraiment au fond de cette compétition. Non, mais je voulais en placer une là-dessus. C'est tout à notre honneur de même si on n'est pas des journalistes, on est une bande de potes qui discutons de foot, quoi, grosso modo, mais c'est tout à notre honneur de discuter vraiment du fond de cette compétition et pas de sortir de faire du racolage en fait. Et là je place une petite pique envers la presse, parce que c'est du racolage. La presse c'est vaste, Michel. Il y a mais voilà, l'équipe avec leur bras d'honneur de Pogba, ça c'est ridicule. Alors les supporters français, je pense qu'ils sont assez intelligents pour faire la part des choses et savoir mesurer ce truc à vomir qui est sorti de l'équipe. Il y a 4 ans, mais Nasri en fait, c'était la même chose avec Nasri, vous vous rappelez pas? Mais c'est vraiment du racolage aujourd'hui, les médias. Et quand tu te dis que certains médias, pas les médias, certains médias, mais t'as quand même des journalistes qui sont reconnus, qui passent à la télé, qui donnent leur avis, qui sont considérés comme des experts, comme Vincent Duluc, qui travaille à l'équipe. Et à côté de ça, t'as ce journal qui balance un truc vachement racoleur qui n'intéresse personne et qui est là pour faire le buzz et des vues. Et d'ailleurs Anelka aussi en 2010. D'ailleurs Anelka a réagi à ce sujet. J'ai vu ça ce matin. A tweeté que il faut arrêter maintenant. Et là-dessus, il a raison. Il faut arrêter. De ce racolage qui est ridicule. Après, si vous voulez lire des choses de qualité, entendre des choses de qualité, il y a des émissions pour, il y a des publications en ligne notamment pour, il y a les cahiers du foot par exemple où il y a des très bons articles, il y a des tas de blogs aussi où il y a des analyses, où il y a autre chose que ça. Donc à chacun de s'intéresser. Non, mais c'est gros public. Voilà, c'est ça. C'est la presse grand public qui touche le plus de monde et qui fait les plus mauvais articles. Mais c'est vrai que tu peux si tu cherches sur internet, tu trouves du contenu de qualité. Mais là où je suis d'accord avec Michel, c'est que finalement l'équipe en faisant ça, que ce soit, et puis à l'époque c'était pareil, que ce soit avec Nasri ou avec Anelka, à quoi ça sert mis à part vendre du papier, vendre du papier et quelque part foutre la merde, quoi. Non, moi je suis prêt à te parler, mais c'est du racolage. C'est dans la merde que tu vends du papier. En général, c'est les tabloïds anglais, t'apprendrais ça mieux que moi, voilà, tu mais je suis d'accord avec toi qu'en plus les tabloïds anglais, l'équipe c'est un enfant de cœur à côté. Voilà, moi je suis prêt à parier que on aurait au Morito 3 fois plus d'auditeurs si on faisait un débat sur l'état de propreté du slip de Joachim Löw. Non mais Michel, alors on va mais c'est du racolage, ça n'intéresse personne. Mais c'est paradoxal ce que tu dis, ça fait du buzz. Tu dis que ça n'intéresse personne. Non mais ça fait du buzz parce que c'est racoleur, ça fait. Non mais je pense que c'est comme la presse people en fait.
les gens qui écoutent RBS et qui écoutent cette émission, ils attendent sans doute autre chose que ça. Donc on essaye de faire de notre mieux, modestement, pour avoir d'autres débats. Voilà, on clôt petite pique envers l'équipe. On clôt la petite pique et on s'intéresse à présent. Il est 17h42 sur RBS, le Morito Football Club, tous les jours pendant l'Euro, lundi, vendredi, donc 17h, 18h, pour parler de football, de la compétition. On s'intéresse peut-être aux matchs qui vont se dérouler ce soir et ce week-end, puisqu'on sera pas à l'antenne ce week-end, on sera de retour lundi. Tout d'abord à 18h aujourd'hui, on est bien le vendredi 17 juin, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Non, c'est bon. République tchèque, Croatie. Donc là, on va faire dans l'ordre, peut-être dans le groupe D, les deux matchs du groupe D ce soir, République tchèque, Croatie et Espagne, Turquie. La Croatie qu'on a vraiment que j'ai vraiment trouvé très intéressante au cours du premier match contre la Turquie qui a pas existé, alors que la Croatie a vraiment bien joué, beaucoup d'occasions, un jeu varié sur les ailes, au milieu, défense solide, etc., les latéraux qui montent, vraiment une belle équipe cette Croatie contre la République tchèque qui avait peiné face à l'Espagne, qui avait tenu là aussi comme un peu comme la Suède, sauf que la Suède a été plus offensive quelque part que la République tchèque contre l'Espagne. La République tchèque qui affronte cette Croatie. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce match, Marie-Noël? Comment tu sens cette histoire? Moi, je sens une victoire croate en fait. Ouais. C'est j'ai vu la première mi-temps contre la Turquie. Enfin, je vois que une mi-temps de chaque match, j'ai l'impression en fait. Mais du coup, non, ils m'ont semblé très forts. Et puis ils ont un super milieu de terrain avec Modric, Rakitic, etc. Donc non, je les vois gagner. Et puis je pense que le match, le dernier, là, le Croatie-Espagne, va valoir son pesant de cacahuètes. C'est un très beau match aussi, peut-être pour la première place justement, pour l'adversaire éventuellement de l'Italie si on se projette. Mais là, ne nous projetons pas trop vite parce que tout peut encore changer d'ici là. Christophe, ton point de vue sur ce match de ce soir, la Croatie, es-tu d'accord avec Marie-Noël? Complètement. Moi, je vois les Croates vraiment poser le jeu et viser la première place très clairement parce qu'ils jouent la finale sur le dernier. Donc, ils ont besoin des 3 points ce soir. Donc, je vois bien peut-être même un premier carton de l'Euro, 3-0, quelque chose comme ça. D'accord. Ah oui, donc la République tchèque qui craquerait après sa belle résistance contre l'Espagne. Peut-être un peu de fatigue, physiquement ce sera plus dur. L'Espagne, je ne les ai pas trouvé flamboyants non plus contre les Tchèques. Donc pour moi, c'était pas un match exceptionnel. Voilà, la République tchèque, c'est quand même plutôt faible. D'accord, donc plutôt la Croatie assez largement pour Christophe, avec cet enjeu encore une fois d'éviter éventuellement le premier du groupe E en 8e de finale. Michel, ton point de vue? Alors moi je vois la République tchèque résister. Bah bien. Et c'est possible. Moi, enfin, c'est une équipe que je trouve relativement bien organisée. On l'a vu en phase de qualification. Moi j'aime bien cette République tchèque. Ils ont une âme et je vois franchement la Croatie se casser les dents sur cette équipe. Moi je vois un match nul. Mais offensivement c'est quand même faible la République tchèque. Hein. Ouais, Rosicky titulaire alors que le gars il n'a pas joué depuis 50 ans. Ouais. Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Ok. Ouais. T'as un Kadlec, t'as Thomas Nessid devant, ça va. C'est un peu comme la Suède, équipe valeureuse, mais pour marquer c'est compliqué. Hein. Non, justement, la Suède c'est un joueur et c'est tout. Non, la République tchèque c'est une addition de joueurs qui peuvent être relativement complémentaires. Moi j'aime bien. T'as un très grand gardien. T'as des joueurs somme toute correct, Gebre Selassie, je pense que je le prononce très mal. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est le joueur du Werder de Brême, le latéral qui joue un peu plus haut en sélection. T'as Rosicky qui a quand même de l'expérience. Après oui, je suis d'accord, il a pas joué pratiquement pas cette saison, voire pas du tout. T'as Thomas Nessid devant. C'est pas non plus des superstars quoi. Oui, mais c'est premier tour. Alors on suivra ça. Après c'est clair sur le papier la Croatie. Pronostic Michel. Un partout. Moi je dis 1-0 pour la Croatie. Je pense que ça va bien résister côté tchèque, mais pareil ça manque de qualité offensive. Ils vont finir par craquer parce que offensivement encore une fois la Croatie avec du Perisic, Brozovic, les deux ailiers j'ai bien aimé, Mandzukic, Rakitic, etc. C'est vraiment pas mal. Donc plutôt la Croatie. On accélère un peu parce il reste que 10 minutes dans cette émission. L'Espagne contre la Turquie ce soir, une Turquie très décevante au cours du premier match. L'Espagne qui est venue à bout, comme on le disait, de ses Tchèques. Est-ce que logiquement l'Espagne va s'imposer ou est-ce qu'on aura une surprise? Je sais pas, Christophe, allez. J'espère quand même un réveil turc, parce que c'est vrai que le premier match est catastrophique. Mais un Arda Turan peut-être un peu meilleur. Voilà, qui essaie de remotiver le reste de l'équipe. Et pourquoi pas un match nul? Ah, ouh là 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 là.
Ça va dépendre aussi du résultat de 18h. D'accord. Parce que les Espagnols auront la pression si la Croatie gagne. Ils auront la pression pour assurer la première place. Donc ça va dépendre aussi du premier match. C'est vrai qu'il y a ce match d'avant qui peut influer éventuellement pour se motiver plus ou moins sur le match de ce soir pour l'Espagne. Michel, crois-tu comme Christophe? Je crois pas, puisque je t'ai vu opiner du chef pendant que Christophe parlait. Non, la Turquie va-t-elle créer la surprise? En fait, moi je pense exactement l'inverse. Parfait. Christophe, puisque il y a du débat, c'est parfait. C'est sur ce match où je vois vraiment le premier carton de l'Euro. 3-0, 3 voire 4-0. Je suis assez d'accord avec toi en plus. Net et sans bavure. Je vois l'Espagne qui a eu des difficultés contre la République tchèque, qui va vouloir se réveiller. Une Turquie qui m'a fait vraiment piètre impression face à la Croatie, qui a déjà eu du mal en phase de qualif, qui s'est retrouvé là avec de la chance, puisqu'ils ont terminé 3e de leur groupe. Donc voilà, moi je vois pas de surprise, pas du tout, 3 ou 4-0. Très bien, Marie-Noël. Alors moi l'Espagne c'est une des rares équipes que j'ai pas vu jouer. Très bien. Maintenant c'est sûr que, j'ai vu la Turquie. C'est pas très très fort. Je pense qu'ils ont pas les armes pour battre l'Espagne. Mais je serais néanmoins pour la Turquie. Disons l'Espagne va gagner, mais si mon cœur devait choisir, ce serait. Je suis toujours contre l'Espagne. Je suis pas forcément fan de la Turquie, je suis contre l'Espagne. D'accord, alors tes préférences footballistiques de Marie-Noël, voilà, c'est pas très... Ton cœur ne bat pas pour l'Espagne de façon générale en ce qui concerne le foot, et donc tu voudrais que la Turquie s'impose, mais logiquement, je pense que l'Espagne va s'imposer, mais j'aimerais bien qu'ils perdent. Alors moi, je dirais, je suis comme Michel un petit peu, là, je pense que la Turquie va avoir beaucoup de mal. L'Espagne, c'est une machine qui est bien organisée, ça tourne bien, il y a quand même d'excellents joueurs, des joueurs de classe mondiale, à tous les niveaux, du gardien à l'attaque, tandis que la Turquie a vraiment été mauvaise. J'aurais aimé que cette Turquie soit un peu plus combative, un peu plus enthousiaste aussi, simplement à l'idée de jouer cet Euro. J'ai pas l'impression de voir vraiment beaucoup d'enthousiasme dans cette Turquie là, donc je dirais l'Espagne assez largement, 3-0. Allez, pour ce match de ce soir, et donc avec une finale Croatie-Espagne de toute beauté en dernier match dans le groupe D. Ce sont nos pronostics pour certains d'entre nous à ce micro. On file ensuite, alors ce sont les matchs du week-end. Alors il y aura notamment dans le groupe F, ce sera samedi à 18h, Islande-Hongrie et Portugal-Autriche à 21h. Ouais. Comment est-ce que vous sentez cette histoire dans le groupe F? Déjà l'Islande et la Hongrie qui ont surpris plutôt, qui nous ont agréablement surpris. L'Islande qui prend un point contre le Portugal au cours du premier match. La Hongrie qui bat, grosse surprise, qui bat l'Autriche 2-0. Qui va confirmer? Qui peut être la surprise du groupe F? L'Islande? La Hongrie? Michel? En fait, moi je vois ces équipes se neutraliser avec un match nul et l'Autriche pas forcément encore dehors, même si moi je les vois gagner en fait l'Autriche contre l'Islande, mais pas contre le Portugal. Il s'agirait d'une défaite pour moi. Et donc je vois dans ce groupe un troisième avec seulement 3 points, donc dehors. D'accord. Et je vois un match nul entre l'Islande et la Hongrie aurait 4. Ouais, c'est pas possible. La Hongrie serait qualifiée, ouais. Ce que tu dis n'est pas possible. La Hongrie deuxième. Non, mais le troisième avec 3 points, l'autre ça serait l'Autriche. Ce serait la Hongrie deuxième. Ouais, la Hongrie deuxième avec un match nul. Ma question c'était Islande-Hongrie, le match nul. Match nul, d'accord, très bien. Deux équipes qui se neutralisent. OK pour Michel. Christophe? Hongrie. Ah, la Hongrie qui confirme alors. Ouais, parce que techniquement je les trouvais pas mal. L'Islande c'était physiquement c'était fort, mais techniquement on sentait que c'était quand même plutôt faible. Ah bon, moi je suis pas d'accord. J'ai bien aimé l'Islande, moi. Il n'y a pas de grand manieur de ballon. Ils ont un bon collectif. Il y a Sigurdsson. Bjarnason. Ouais, je les ai pas trouvés très forts techniquement. D'accord. Après, dans l'envie, oui, là, ils y étaient. Mais techniquement, moi, j'ai pas trouvé ça très, très fort. Niveau jeu de tête, la Hongrie a quasiment aucune chance. Ouais. Là, on a vu que l'Islande, c'est très, très fort. Donc plutôt la Hongrie qui s'imposerait contre l'Islande. Mais sur le fil. Voilà. Ouais. Pronostic de Christophe et Marie-Noël. Moi je vois un match serré aussi, un match nul, ou alors si l'une ou l'autre équipe gagne, un petit 1-0, mais je pourrais pas sortir
un favori là-dessus sur ce match-là en fait. Moi je dirais l'Islande. Moi j'ai quand même beaucoup aimé cette équipe d'Islande. Moi je trouve que techniquement c'est pas si mal que ça. Comme je le disais à ce micro il y a quelques jours, c'est vraiment cohérent, c'est régulier, c'est bien organisé, il y a des bons petits joueurs à tous les postes. C'est vraiment intéressant finalement. Ils ont quand même fait match nul contre le Portugal, ce qui est pas non plus un résultat à négliger. La Hongrie, bon, ils ont plutôt bénéficié, je pense, de la totale incompétence des Autrichiens sur le premier match qui était autrichien catastrophique. Donc là, je verrais plutôt l'Islande confirmée avec un petit 2-0 pour l'Islande. Voilà pour le premier match de ce groupe F, et le deuxième match de samedi, ce sera Portugal-Autriche, entre guillemets le gros match, quoique finalement ce sera peut-être pas si éclatant que ça. Là aussi, sans doute de l'indécision. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que l'Autriche peut un petit peu se rebiffer et revenir dans le coup pour la qualif? Michel. Comme dit, moi je te vois un classement final dans ce groupe avec Portugal 7, Hongrie 4, Autriche 3, Islande 2. Donc Portugal pour moi gagne contre l'Autriche. D'accord, mais pourquoi? Parce que l'Autriche est vraiment trop faible, ça suffit pas. On montera pas en régime le Portugal plus fort. Le Portugal, l'Islande a quand même fait match nul. Pourquoi pas l'Autriche? Parce que le Portugal a lâché des points, et je pense que deux matchs nuls d'affilée, ça me semble totalement impossible pour le Portugal, qui va vouloir clairement chercher la victoire, mettra encore un peu plus d'intensité. Et cette fois-ci, ça devrait passer contre l'Autriche, qui a sans doute accumulé pas mal de doutes avec cette défaite face à la Hongrie. Très bien, rapidement, Christophe. Pareil, le Portugal qui accélère et l'Autriche qui arrive vraiment pas à suivre. Voilà, ce sera clair. Ouais, l'Autriche me semble quand même faible. Très bien, pour Christophe, un score peut-être? 2-0 Portugal. 2-0 Portugal. Et Marie-Noël? Moi je suis d'accord avec mes deux acolytes. J'ai rien à ajouter du coup, et puis je vois bien 2-0. Ouais, 2-0 aussi pour Marie-Noël. Moi, je trouve que le gros problème de cette équipe d'Autriche, en plus du fait qu'ils ont perdu subitement leur football, c'est que mentalement, là, quand t'as le premier match contre la Hongrie, c'est l'adversaire a priori le plus faible. T'es censé gagner pour être dans la course pour la qualif, et surtout que le groupe était quand même a priori plutôt ouvert pour eux, que tu perds 2-0 et que tu te retrouves à tout jouer sur un match contre le Portugal, contre une équipe plus forte que toi. Je pense que déjà psychologiquement, ça va être dur. Footballistiquement, il va falloir qu'ils élèvent leur niveau, qu'ils retrouvent leur football, qui était pas mal au cours des qualifs, mais depuis quelques matchs amicaux et depuis ce match contre la Hongrie, c'est une équipe méconnaissable. Donc là, du coup, ça va faire trop pour eux, malheureusement, pas assez de joueurs peut-être leaders pour remettre ça sur les rails. Donc je les vois plutôt s'incliner. Allez, 2-1 quand même, parce qu'il y aura une réaction d'orgueil, mais ça va être dur contre le Portugal. 2-1 pour le Portugal contre l'Autriche. C'est mon prono, voilà, pour le groupe F. Et dans le groupe E, alors on a parlé d'Italie-Suède qui a eu lieu avant, et demain, il y aura également le Belgique-Irlande qui complétera le groupe E pour la deuxième journée. Belgique-Irlande. Est-ce que la Belgique va battre l'Irlande et revenir dans le coup, ou est-ce que mentalement cette première défaite, un petit peu à l'instar de l'Autriche, va leur poser des problèmes pour se remettre sur les rails? Michel. C'est compliqué en fait. Je vois la Belgique quand même battre l'Irlande, mais l'Irlande va quand même leur poser des problèmes, parce que j'ai trouvé cette équipe très combative. Après, c'est très maladroit derrière l'Irlande. Enfin, je sais pas, c'est une équipe qui est un peu fantasque. C'est devant, t'as un fou, c'est Shane Long, il court partout. Je pense qu'il doit faire 35 km par match. Et puis derrière, ils sont maladroits. Enfin, ils sont archi mauvais. C'est génial. Ça, c'est vraiment drôle. Mais c'est une équipe ultra combative. Et puis j'adore. Ils sont soutenus par tout un peuple. C'est vraiment un super pays, l'Irlande. Et je les vois, enfin, une super nation de foot. Et je les vois résister face à la Belgique, mais je vois quand même la Belgique pas pouvoir poser son jeu, puisqu'ils n'en ont pas proposé face à l'Italie, mais les individualités devraient faire la différence face à l'Irlande. Très bien, Christophe. Ouais, individuellement, la Belgique semble quand même plus forte que l'Irlande, mais on a vu que c'était assez fragile, les Belges, mentalement surtout. Enfin, moi j'ai trouvé, et contrairement à l'Irlande, qui eux est vraiment très très fort, un gros collectif. Voilà, c'est le groupe, c'est la motivation, donc ça peut être un match intéressant. Voilà, sans plus, pas de prono particulier sur ce match. On continue comme ça. Marie-Noël. Moi, j'hésite entre
entre la Belgique qui retrouve un second souffle et qui bat l'Irlande, ou alors au contraire problème mental et qui se loupe encore une fois complètement contre l'Irlande. Ouais, l'Irlande qui m'a quand même assez plu contre la Suède, c'était généreux, c'était pas si nul que ça, c'était voilà, ça allait quoi, sans être une grande nation de foot non plus, footballistiquement parlant, techniquement parlant, mais c'est vrai que la Belgique m'inquiète quand même beaucoup. Et ouais, si allez, je me lance dans le scénario catastrophiste pour la Belgique, défaite des Belges 2-1 contre l'Irlande avec un match débridé, ça va partir dans tous les sens, beaucoup d'occasions pour la Belgique, mais au final c'est l'Irlande qui marque. Voilà, c'est un scénario comme un autre, ce sera peut-être celui-là. C'est plausible, c'est plausible. La Belgique, ils ont vraiment rien proposé contre. Enfin, ouais, moi j'étais très déçu de cette équipe contre l'Italie. Contre l'Italie, ouais. Tout le monde les annonce très fort. Ils ont perdu leur premier match, ça peut être dur mentalement, effectivement, ça va être plus c'est le jeu. Enfin, j'ai l'impression que c'est une accumulation de ouais. Ça ressemble un peu à France 2002. Alors rapidement, messieurs dames, dans le groupe A, ce sera dimanche avant l'émission de lundi. On en parle très rapidement, Suisse-France et Roumanie-Albanie. On aura l'occasion bien sûr de parler abondamment de l'équipe de France lundi. Ce sera une page spéciale équipe de France, donc on n'en parle pas trop ce soir déjà, sachant que le match est dimanche, donc pour la compo on n'a pas encore tous les éléments, mais peut-être un prono rapide sur ce France-Suisse qui s'annonce dimanche. Michel, rapidement, très rapidement. Nul. Match nul. Ouais. D'accord, la France qui continue de bafouer un petit peu son football. Marie-Noël ? France. La France, oui. Ouais, France aussi. France, moi je dis France aussi. C'est vrai que la Suisse, on les sent un petit peu suisse, quoi. C'est-à-dire, ouais, ça manque de je sais pas, de collectif déjà, et puis de motivation, d'enthousiasme, même si la France de ce côté-là n'a pas non plus donné de grande garantie sur les deux premières rencontres. Roumanie-Albanie pour le match éventuellement pour la 3e place, quoique ça va être dur, mais la Roumanie va-t-elle gagner contre l'Albanie ? Oui. Moi je pense que oui. Oui. Match nul. Michel, voilà, match nul. Et ouais, moi je dis Roumanie quand même, parce que la Roumanie a peut-être un peu plus d'expérience que l'Albanie, et l'Albanie, même si c'est valeureux, courageux et intéressant pour un premier Euro, il va falloir repasser peut-être dans 4 ans, ou même à la Coupe du Monde, peut-être qu'ils seront en 2018 présents, les Albanais, et ils feront peut-être une belle Coupe du Monde en Russie. Voilà, on a fait vraiment le tour du mieux qu'on pouvait. C'est l'heure de rendre l'antenne. Belle émission spéciale Euro, le Moriteuro, de 17h à 18h tous les jours du lundi au vendredi sur le 91.9 FM. À lundi, ciao. Ciao.